Madame la députée, bonjour. Bonjour monsieur. Alors on vous rencontre après cette campagne électorale des législatives. Vous êtes aujourd'hui élu député de la 6e circonscription du Var. Quel souvenir avez-vous de cette campagne des législatives? Alors tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue dans ma permanence à Roquebaron. Vous êtes une de mes premières interviews et j'ai maintenant peut-être assez de recul pour vous répondre à différentes questions. Alors en ce qui concerne cette campagne, c'est un sentiment assez partagé. Ce fut un bon moment de rencontre, d'échange. J'ai apprécié la proximité avec les habitants de la circonscription, mais on ne peut pas occulter le fait qu'il y a eu aussi des moments difficiles. Des moments difficiles, c'est surtout l'agression, l'agressivité orale, verbale qui m'a dérangée par rapport à certaines personnes. Mais bon, c'était le jeu, il y avait un challenge politique, il fallait le faire. J'ai essayé de mener une campagne bienveillante. Je pense que nous y sommes arrivés et j'essaie de garder les bons côtés. C'est-à-dire j'étais contente d'être aidée par toutes les personnes des comités qui étaient présents suite aux élections législatives. J'ai été soutenue de plus en plus tout au long de ma campagne par des personnes qui se sont greffées sur ces comités et ce fut un bon moment de partage. La journée du 18 juin reste une journée particulière pour vous? Je crois que ça me fait revenir le stress en fait. Oui, c'était une journée particulière. Je me retrouve au second tour face au Front National. Oui, rappelons que c'est la première fois que vous vous présentiez à une élection. Tout à fait, c'était la première fois que je me présentais à une élection, vous pouvez même le dire, la première fois que je faisais de la politique également, toujours impliquée en tant que citoyenne, mais rien de plus. J'ai souhaité m'investir, j'ai souhaité cet engagement, que j'assume pleinement, mais je me retrouve au second tour face au Front National. Pour moi, c'est encore un autre enjeu, c'est-à-dire que je ne pouvais pas laisser la circonscription au Front National. Ce n'était pas acceptable pour moi, ça va à l'encontre de toutes mes idées, de tout mon engagement, donc il fallait gagner. Donc l'enjeu était encore différent, il n'y avait pas d'objectif au départ, je souhaitais m'investir, je souhaitais avoir un rôle actif dans la politique, mais l'enjeu était tout autre au second tour. Donc cette journée, c'était une journée d'attente, une journée stressante. C'est une grosse pression? Oui, c'est une grosse pression parce que vous avez aussi toutes les personnes qui vous ont fait confiance. C'est-à-dire toutes ces personnes qui pendant 4 semaines, un peu plus de 4 semaines, vous ont suivi, vous ont motivé, vous ont aidé à ne pas baisser les bras. Vous n'êtes plus seul. Tant que l'enjeu est seul, c'est pas très grave. Mais là, il y a beaucoup de personnes autour de moi, donc il fallait gagner. Il fallait surtout pas laisser la circonscription comme ça. Comment s'est déroulée votre installation à l'Assemblée nationale? Alors là également, je n'ai pas eu le temps de prendre de recul, donc je gagne, je monte à Paris et je me retrouve dans un autre monde, un autre univers. En tant que juriste, je suis obligée de l'avouer, j'ai quand même été fière de rentrer dans cette Assemblée nationale, dans l'hémicycle. Tout s'est bien passé, nous sommes très entourés. On nous fait rapidement visiter les lieux, mais il y a beaucoup d'obligations administratives, de contraintes administratives, donc il faut aller assez vite pour pas perdre de temps. 5 ans, c'est long, mais c'est court également, donc il fallait que je prenne mes marques tout de suite à Paris, ce que j'ai fait. Mais tout est fait pour que ça se passe bien, il faut tout de même le reconnaître, et ça y est, je me sens toujours varoise, mais assez impliquée dans la vie parisienne également. Alors, 2 mois après votre entrée à l'Assemblée nationale, quelles sont vos premières impressions? Sur mes impressions, sur le temps que je passe à l'Assemblée, alors... Sur ce mandat de député, c'est une lourde charge, vous aviez idée de ce qui vous attendait? Alors en termes de temps, non, je n'avais pas idée, il faut être clair. Si le mandat, on souhaite bien le faire consciencieusement, c'est plus qu'un plein temps, sincèrement. La présence à Paris est indispensable et il faut vraiment essayer d'y être au maximum, ce que j'ai souhaité faire pour tout le début de mon mandat. Là, ça fait quasiment 2 mois maintenant que je suis presque tout le temps à Paris, parce que ce sont les premiers projets de loi qui passent. Pour moi, c'est déterminant, ça va donner le ton de la politique dans les mois à venir. Donc je voulais être présente, je voulais comprendre tout de suite comment ça se passait, où est-ce qu'on travaillait vraiment. J'ai pu apprécier, parce que je le savais au niveau théorique mais pas au niveau pratique, j'ai pu apprécier le rôle que l'on joue dans les commissions. C'est dans les commissions, vraiment en amont, que l'on a un rôle actif à tenir. Il faut être présent, il faut participer, il faut poser des questions, il faut être là aux auditions des différents ministres et autres personnalités.
Et l'hémicycle, eh bien l'hémicycle, c'est surprenant, vous le voyez à la télé, ben là j'ai vécu, il y a un jeu de rôle par certains, c'est une pièce de théâtre pour d'autres, et pour moi c'est l'expression de mon vote. Ça a modifié le regard ou la position que vous aviez par rapport au cumul des mandats? Vous pensez qu'on peut être député et par exemple maire d'une grande ville ou d'une communauté d'agglomération ou d'une métropole? Je vais aller plus loin, je vais l'affirmer. Alors avant je n'en étais pas sûre, maintenant j'en suis certaine, on ne peut pas cumuler, c'est pas possible. On ne peut pas le faire sérieusement. Alors c'est sûr qu'il y a un intérêt, je le vois. C'est-à-dire que si on cumule, eh bien forcément nous sommes présents partout et pour notre commune ou à une échelle plus grande, eh bien ça permet d'avoir sans doute un rôle plus actif. Mais ce n'est pas raisonnable et encore moins sérieux, ça j'en suis convaincue. Mais le non-cumul ne risque pas de vous couper du terrain aussi? Non, tout dépend de la façon dont vous abordez le mandat. Moi, je ne pense pas que ça me coupera du terrain. Les maires ne demandent que ça, de me rencontrer. Donc, à moi de jouer la proximité avec eux. Les habitants veulent me voir. Eh bien, de la même façon, j'essaie de jouer la proximité. Si vous ne vous enfermez pas dans votre permanence, si vous ne vous enfermez pas dans l'hémicycle, il n'y a aucune raison de vous couper de la réalité. Je ne pense pas. Et puis, c'est bien d'avoir un regard extérieur, c'est-à-dire que lorsque un maire me parle, eh bien, j'ai un regard extérieur, nous discutons, c'est un échange et je pense que c'est bien d'avancer comme ça. Et au moins, je n'ai pas d'intérêt direct, je suis extérieur. Je pense que c'est mieux. Alors, dans votre fonction à l'Assemblée nationale, vous avez choisi de siéger à l'intérieur de 2 commissions, oui. L'éducation et les affaires européennes. Oui, tout à fait. Pourquoi ces 2 alors qu'il y avait plein d'autres commissions? Qu'est-ce qui a prévalu à ce choix? Alors, j'avais donné 3 choix pour la commission permanente. J'avais donné l'environnement, les affaires économiques et éducation et affaires culturelles. Bon, je ne me souviens plus exactement de l'ordre, mais en tout cas, éducation et affaires culturelles n'était pas mon premier choix. Je l'ai mis dans les 3 parce que je suis maître de conférence à la faculté, parce que je connais bien ce domaine et je connais aussi les faiblesses de l'université et même de l'enseignement en général. J'étais contente d'être dans cette commission. J'essaie d'auditionner à chaque fois que nous invitons, à chaque fois que la commission invite une personnalité, ministre ou autre, j'essaie de poser des questions. Il faut absolument que nous remontions tous les problèmes qu'il y a. L'éducation, c'est quand même l'essentiel. On touche nos jeunes, et nos jeunes, c'est l'avenir. Donc il faut vraiment que nous arrivions à avoir un rôle actif. Donc en ce sens, je suis ravie de faire partie de ce groupe. Et les affaires européennes, tout passe par l'Europe. Vous avez une approche transversale de tous les domaines d'activité. Bon, je suis passionnée de l'Europe, je ne peux pas le cacher. Vous êtes une pro-européenne? Oui, tout à fait. Tout à fait. Je pense vraiment que nous ne pouvons plus rester seuls, réfléchir seuls. Il faut continuer l'Europe, ça a été un choix politique, économique, et aujourd'hui c'est l'avenir. Maintenant il faut qu'on ait un rôle actif et il faut que la France se réapproprie l'Europe et que les citoyens se réapproprient l'Europe. Et en ce sens, ça devrait donner de belles perspectives. Pourtant, rien n'aide le citoyen à adorer l'Europe ou à adouber l'Europe. Je vais prendre simplement un exemple. S'il n'y a pas d'harmonisation fiscale, on ira au conflit. Le dernier exemple en date, c'est Juncker, quand il s'occupait des finances, qui le matin amenait les partenaires européens à de la rigueur et qui l'après-midi nous faisait les poches avec l'affaire Wikileaks. Vous comprenez bien qu'une Europe comme ça ne pourra jamais servir les intérêts des peuples, puisque, rappelons-le, Wikileaks, c'était la possibilité pour le Luxembourg de signer des contrats avec des entreprises pour qu'elles ne payent pas d'impôts, mais qu'elles soient basées au Luxembourg, au détriment des autres partenaires. Une Europe sans harmonisation fiscale, pensez-vous que ce soit possible? Non, il faut absolument arriver à établir une certaine égalité fiscale. Il faut que les citoyens se sentent soumis aux mêmes conditions, quel que soit l'état où ils se trouvent. Maintenant, comme vous l'avez dit, c'est vrai que les citoyens européens ne se sentent pas du tout investis, ils ne se sentent pas concernés par l'Europe. Alors j'ai eu le plaisir d'être élue comme rapporteur des conventions démocratiques pour une refondation de l'Europe, ce qui va me permettre d'aborder ce problème, cette difficulté du citoyen qui ne s'intéresse pas à l'Europe au travers des différents États de l'Union européenne. C'est un projet qui est cher à notre président Emmanuel Macron, donc j'ai en charge ce projet au niveau du Parlement, donc j'en suis vraiment ravie et je compte être force de proposition et arriver à redonner le goût de l'Europe. Il y a sincèrement de belles choses à faire, je le pense vraiment, mais il faut arriver à susciter un intérêt, à susciter une passion de l'Europe,
à expliquer. Je crois qu'il y a encore un travail pédagogique à faire, à expliquer les choses, et surtout, comme vous l'avez dit, au niveau fiscal, et on peut l'employer sur d'autres choses, au niveau social également, au droit du travail. Il faut arriver à une harmonisation. Il ne faut pas que nous soyons dans l'Europe en train de rechercher quel est l'État le plus favorable en fonction de ce que j'ai envie de faire. Donc il faut arriver à une certaine égalité. Il ne faut pas se leurrer non plus. Il y a des États qui sont en position de faiblesse par rapport à d'autres, donc ça va demander de gros efforts. Mais je pense que l'on peut y arriver. Vous siégez donc à la commission éducation et affaires culturelles. Bien que la nouvelle ministre de la Culture soit une éditrice aguerrie, elle n'échappera pas à la rigueur budgétaire imposée par le sommet de l'État. Dans son contexte, les collectivités territoriales ne vont-elles pas être tentées ou contraintes, comme le ministère, de réaliser des économies sur les budgets de la culture et peut-être même de l'éducation? Comment la députée que vous êtes peut aider les structures en place pour que le Var ne redevienne pas un désert culturel? Alors, je ne vais pas mentir, l'approche économique est difficile, il y a peu de budget, c'est vrai. Maintenant, tout n'est pas une question d'argent, je ne pense pas, surtout en termes de culture. Il y a encore une nécessité de communiquer, d'aider à travers les associations, à travers les personnes présentes, à travers les artistes, à travers les auteurs, à travers les interprètes. Il faut les aider à prendre leur place sur notre circonscription, à leur donner la possibilité d'exposer, de se produire. Ce n'est pas toujours une question d'argent. Mettre des lieux à disposition, ce n'est pas une question d'argent. Donc évidemment, il faut un budget. J'espère qu'il ne sera pas trop touché. J'espère qu'on trouvera de l'argent ailleurs. Mais il faut surtout aider toutes ces personnes qui ont envie de produire, et surtout permettre à nos jeunes et nos moins jeunes d'avoir accès à cette culture et de s'ouvrir l'esprit. Quand on s'ouvre à la culture, je pense que c'est déjà un signe d'ouverture, d'intelligence et de paisibilité. La culture et l'éducation seraient pour vous les armes les plus puissantes pour changer le monde? Oui, tout à fait. Là aussi, je suis convaincue. Pour changer le monde, peut-être bien ambitieux et bien prétentieux, mais l'enjeu est là pour autant. Oui, l'enjeu est là. C'est le meilleur vecteur d'insertion, d'intégration. Si l'on a affaire à des personnes qui sont instruites, éduquées et qui s'ouvrent à la culture, les centres d'intérêt vont être autres. Quand une personne s'ennuie, qu'elle est dans une cité, qu'elle tourne en rond, que voulez-vous qu'elle fasse? Oui, je crois que c'est là. L'enjeu est là. Il faut donner des envies. On retombe sur les thèmes de votre campagne. Pour vous, c'est bien l'impérieuse nécessité de faire bouger les lignes et d'ouvrir les perspectives. Oui, il faut bouger les lignes. On connaît les difficultés, encore une fois financières. On connaît aussi l'envie de certaines personnes de mettre des bâtons dans les roues et d'éviter toute progression et tout changement. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est un impératif. Il faut le faire. Il y a plein de choses à faire, il y a plein de bonnes volontés, donc il faut favoriser toutes ces actions et toutes ces envies. En tout cas, j'essaierai. Après, nous ferons le bilan dans 5 ans, mais en tout cas, j'essaierai. Et je crois que déjà d'être à l'écoute, d'être présente, d'être sur le terrain, sur la circonscription, d'être présente également à Paris, en tout cas, à ce niveau-là, on n'aura pas de reproche à me faire, ça c'est sûr. Eh bien écoutez, Madame la députée, je vous remercie, je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt. Je vous remercie beaucoup, au revoir.